Alors, on enchaîne avec Jérémy et Mathias pour un documentaire sur le kendo, la voie du sabre. Jérémy, Mathias, vous nous entendez, vous nous voyez? Jérémy? Allô, allô? Jérémy, est-ce que tu es là? Alors, il semble qu'on ait un petit problème technique. On ne voit pas nos intervenants. Donc, Oui, bonjour. Alors, on vous entend. voilà, on nous dit à la régie qu'il faut meubler pendant 2 minutes. Donc vas-y, je te laisse parler du kendo. Alors, en fait, le documentaire qu'on va vous présenter, enfin, une part des extraits, ça a été fait par Jérémy Marcelin, qui est réalisateur. voilà, et Mathias Gabert qui joue, entre guillemets, l'acteur. Donc, ils sont partis pendant à peu près 1 an, je crois, au Japon pour essayer de découvrir un peu le kendo à travers le Japon et essayer de comprendre comment au Japon, l'esprit du kendo au Japon, en fait. Ça. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le kendo, donc c'est un art martial japonais. C'est un peu, alors on pourrait dire, ça pourrait s'apparenter un peu à l'escrime japonaise, l'escrime. Donc, c'est des combats entre 2 personnes qui utilisent des sabres en bambou. Ah, vous nous voyez? Bonjour. Bonjour. Jérémy, Mathias. Vous nous voyez? C'est bon. Alors, je coupe le son pour pas que vous ayez d'écho. C'est bon, tu peux laisser le son, on n'a pas d'écho. C'est pas mal, ouais. Tu peux laisser le son. Ok, super. Comment vous allez? Bonjour. 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 Donc, on vous a présenté un petit peu. Donc, on va vous laisser le soin de vous représenter. Ouais. Ok, alors, donc bonjour à tous. Donc nous, on est la voix du sabre, la voix avec un X. Jérémy. Et comme Perrine le disait, on est parti au Japon 5 semaines pour faire un documentaire sur le kendo. Donc on a traversé tout le pays en stop principalement, en partant de la ville de Kagoshima, qui est tout au sud de l'île du Kyushu, jusqu'à Wakkanai, qui est le point le plus au nord du Japon, tout en haut de l'île d'Hokkaido. Donc, Perrine a un peu présenté le kendo. Peut-être Mathias, tu peux... Non, Perrine, tu l'as très bien fait. Hein. Le kendo, c'est l'escrime japonaise, donc ça descend de l'art samouraï finalement. Kendo en japonais, ça veut dire la voie du sabre, mais V-O-I-E du coup. Donc c'est le fait de maîtriser le sabre. Alors après, le kendo a beaucoup changé. Ça, entre la fin des samouraïs et ce qu'on a aujourd'hui, c'est bien évidemment très différent, parce que c'est aussi... c'est un art martial, mais c'est aussi un sport. Donc voilà, c'est des affrontements au sabre en bambou. On porte une armure, ça vous allez le voir de toute manière. Hein. Voilà. Et voilà, Perrine avait déjà très bien fait le boulot. Mais... Désolée, j'étais un peu stressée. C'est ma première. Je vous entends plus. On ne vous entend plus. Désolée, c'était ma première, donc je suis un peu stressée devant la caméra. Oui. Tu es très belle. Arrêtez, je vais rougir. Du coup, normalement, on commençait avec un petit extrait. Donc, je ne sais pas si vous envoyez de votre côté ou si on part vraiment sur ce qu'on avait prévu. Allez-y, on vous laisse faire. Je vous entends pas du tout. Envolez-vous en direction du Japon avec Mathias pour découvrir l'un des arts martiaux les plus emblématiques du pays, le kendo. Maîtres, spécialistes et passionnés de ce sport vous dévoileront son histoire, son impact sur la population et la culture japonaise. Qu'on a terminé de monter en mars 2019. On a fait l'avant-première à Paris en mars 2019. Donc voilà, c'est un an de travail à peu près total, sachant qu'il y a quand même beaucoup de boulot aussi en amont pour préparer forcément le tournage. On a pu le réaliser grâce à un financement participatif. Donc on a fait un financement participatif sur Ulule et on a réussi à lever 5 000 € pour le tournage. Donc ça nous a permis de payer les billets d'avion, les logements sur place,
Les galères. Ouais, tout ce qui est régie, en fait, on appelle ça la régie quand on part en tournage. Et après, le reste, voilà, c'est des fonds propres de ma part pour ce qui reste. Et puis aussi, il fallait payer les gens qui faisaient des choses que je ne peux pas faire. Donc, moi, j'ai fait le tournage, le montage, et Mathias joue. Mais il y a un traducteur après pour tout ce qui est les interviews, les sous-titres. On a un mixeur son, on a 2 compositeurs pour la musique. Donc voilà, ces gens-là, il fallait les payer aussi. On ne peut pas faire travailler les gens gratuitement, par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Voilà, je pense apparemment, il n'y aura pas d'extrait de diffusé, donc on va essayer de meubler pendant 1 heure. Alors on a déjà vu le premier extrait. Vous dites extrait, on l'envoie. Écoutez, je pense qu'on peut commencer avec l'intro du documentaire, si c'est OK pour vous, et on saute la bande-annonce. Donc, a priori, tu m'entends ? Alors, on t'entend toujours pas, Perrine. De toute façon, on n'en a plus de retour. Vous m'entendez ? Ah, ça y est. Ça y est. Donc, l'extrait 1 est déjà passé. Au moment où vous parliez au début. Ah, d'accord. Il y a eu un petit souci. Donc, je t'explique comment ça va fonctionner. Il faudra dire extrait 2, on passe l'extrait 2. Extrait 3, on passe et ainsi de suite, si ça te va. Très bien. Donc là, on a déjà vu l'extrait 1, vous pouvez commenter. Tu veux le 2 ? C'est pas extrait 2. Eh bien, extrait 2. Envoyez l'extrait 2, s'il vous plaît, en régie. Le kendo est un art martial japonais, hérité directement des samouraïs du Japon féodal. J'avais 14 ans quand je l'ai découvert. À l'époque, ma passion pour ce pays et sa culture m'avait poussé à voir plus loin que les mangas et les animés, si populaires en France. Ma rencontre avec le kendo fut presque amoureuse, le coup de foudre, immédiat, de celui qui nous fait dire « c'est pour la vie ». Il me permettait de me développer physiquement autant que mentalement. Je pensais savoir ce qu'était le kendo. 2 combattants en armure s'affrontent et chaque coup porté doit l'être avec l'intention de donner la mort. Comme si le sabre de bambou avec lequel nous pratiquons était fait d'acier. Pour l'emporter, 4 points de contact sont possibles. La tête, la gorge, le flanc et les poignets. Je connaissais les règles, mais j'avais besoin d'en savoir plus, de vivre le kendo, le vrai kendo, de le partager, de le faire découvrir aux autres. Il fallait que je parte là où tout a commencé, au Japon. Les samouraïs étant la base du kendo moderne, il me semblait essentiel de marcher dans leurs traces. À l'époque du Japon féodal, certains entreprenaient le Mushashugyo, un pèlerinage pour s'entraîner et développer leur technique de combat. Je savais ce qu'il me restait à faire. Réaliser mon propre Mushashugyo, à travers tout le Japon. Mon périple démarre dans la ville de Kagoshima, sur l'île de Kyushu, où est décédé celui que l'on considère comme le dernier samouraï, Saigo Takamori. La fin de l'ère Edo, en 1868, marque la disparition des shoguns, les chefs de guerre qui gouvernaient le pays. Mais surtout la dissolution de la caste des samouraïs. Le Japon rentrait alors dans la modernité et l'ouverture à l'Occident avec l'ère Meiji. Le musée de la restauration Meiji est dédié à cette période charnière de l'histoire japonaise. Donc, normalement, nous sommes de retour de mon côté, parce que sinon, on s'entend nous-mêmes, on va faire des pouces, donc c'est que tout se passe bien. Tout se passe bien. Donc voilà, là, c'était vraiment le tout début du film qu'on vous a mis. Donc après, ça part sur des interviews et tout, puis ça dure 1 heure, donc forcément, on va pas tout mettre. Donc voilà, donc là, on va parler un peu de la genèse du projet, comment ça s'est fait, tout ça. En gros, au départ, l'idée que j'avais, c'était de traverser le Japon donc en stop. Ça datait de 2013, quand je suis rentré de mon premier séjour, mes premières vacances au Japon. Comme c'est comme c'est mon métier, en fait, caméraman monteur, je me suis dit, ça serait cool de traverser tout le Japon en stop et de filmer les gens. Mais bon, filmer pour filmer, ça n'a pas grand intérêt si on n'a pas de thème. Et Mathias, donc, qui était un ami de Paris, me tannait depuis 1 an ou 2 pour viens faire du kendo, viens faire du kendo.
Et donc j'ai fait bon, bah, je vais aller faire du kendo. Et bah, après le premier cours, j'ai fait mais en fait ça c'est vraiment génial comme idée. Et c'est ça en fait qu'il faut faire. Plus Mathias, ça tombe bien, il parle japonais couramment. Il est très bon en kendo parce qu'il est 4e dan. Et je lui ai dit bah viens, ça te dit, on traverse tout le Japon en stop, on filme et on fait un documentaire sur le kendo. Et là, Moi, j'ai dit oui tout de suite. C'est vrai, c'est vrai. J'ai dit oui tout de suite parce que bah, je trouvais ça génial. Alors, je trouvais ça génial, j'avais pas encore imaginé tous les potentiels problèmes et la complexité de réaliser un documentaire comme ça. Donc au début, j'ai dit ouais, c'était super. Et puis de fil en aiguille, on a commencé à bosser un petit peu le projet. Moi, je suis parti aussi, je suis parti 1 an là-bas. Donc j'ai fait un PVT, un permis vacances-travail au Japon, où j'ai pratiqué pendant 1 an avec 2 autres amis kendoka. Donc ça m'a permis aussi d'avoir énormément de contacts qu'on a aussi utilisés pour le documentaire. Et donc voilà, moi, après j'ai dit à Jérémy, écoute, dès que t'es chaud, on y va, on bosse le projet et on est parti, quoi. Et puis ouais, bah voilà, donc en gros, moi au début on a essayé de le faire produire. Moi je bosse un peu à la télé, je bosse chez Game One et du coup j'avais essayé de voir si on pouvait pas le faire produire parce que forcément quand on finance avec ses propres sous c'est plus compliqué. Malheureusement ça s'est pas fait, donc du coup on a fait bah tant pis, on va faire notre financement participatif. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on a pu lever nos sous et après ça s'est fait très vite en fait parce que le Ulule s'est terminé en janvier 2018 et du coup bah, après dans la foulée bah, j'ai booké les billets, on a commencé à caler les interviews qui étaient prévues en amont et enfin celles qui étaient prévues, il y avait une partie qui était un peu au jour le jour, on allait rencontrer des gens, on disait voilà on fait un documentaire. Enfin bon voilà, donc on a récupéré le Ulule en fin janvier et on est parti le 15 avril si je dis pas de bêtises et on est rentré le 18 mai. Donc voilà, 33 jours de tournage, c'était long. C'était très compliqué, ouais. Mais on va peut-être pas partir tout de suite sur le tournage au niveau de qu'est-ce qu'on peut dire de la genèse. Bah peut-être oui, donc comme on vous disait, il y a des interviews donc qui ont été calées en amont. Donc typiquement, on a un mangaka dans le documentaire, Motoka Murakami, qui a fait un manga sur le kendo qui s'appelle Musashi no Ken, qui est un peu le Captain Tsubasa, Olivier Tom du kendo au Japon. Donc vous vous doutez bien que les mangakas, c'est des stars, ils ont des plannings de malades mentaux parce qu'ils dorment 5 heures par nuit. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et du coup, j'avais un ami commun avec ce monsieur qui nous a mis en relation et il était tout de suite partant pour faire une interview, sauf que bah, voilà, on a dû caler la date. Ouais, on a pu booker quand même quelques dates vraiment très sérieusement en mode à tel jour, telle heure, il faut qu'on soit là. Mais il y a aussi une grande partie pas de chance, mais enfin si, même de chance et de hasard qui a meublé encore plus le documentaire et qui nous a apporté en fait un contenu génial. Donc ouais, c'était un peu difficile de respecter les timings et en même temps les imprévus, les trucs comme ça, parce que c'était quand même une aventure un peu à l'arrache à certains moments. En gros, il y avait moi j'avais prévu des endroits, j'avais repéré par exemple bah là, le musée où on commence au tout début, j'avais repéré le musée, mais je les avais pas contactés avant, donc on est vraiment arrivé, voilà. Avec, bonjour madame. On fait un documentaire. Est-ce qu'on peut interviewer quelqu'un qui va nous parler de Saigo Takamori, donc le dernier samouraï, pas Tom Cruise du coup. Et ils ont fait, écoutez, bah oui, pourquoi pas, hein. Allons-y. Au début, la plupart en fait des gens qu'on a interviewés et qui n'étaient pas forcément au courant nous ont un peu pris pour deux charlots. Ouais. Avec nos Parce bagages. qu'au Japon, voilà, normalement, on n'arrive pas trop comme ça à l'arrache. Ils aiment bien que tout soit carré, planifié en avance. Ouais, d'ailleurs, c'était compliqué de leur expliquer qu'on pouvait pas. Parce que... Heureusement que tu parlais japonais. Parce oui, que sinon... bah ouais, non, c'est un peu super compliqué sinon. Donc voilà, ça c'est pour la jeunesse, c'est un peu ça. Voilà, après on a eu des complications, mais on va rentrer un peu plus en détail après dans le tournage. Du coup, là, on va vous passer un petit extrait. Donc en fait, c'est Alors parle-nous, Mathias, du rapport entre la police au Japon et le kendo. Alors du coup, l'extrait, c'est un policier qui est professeur, enfin qui enseigne. Enfin, il y a plusieurs. Je sais pas si dans l'extrait qu'on va passer, il y a les deux. Il y a les deux. Donc il y a un professeur et un élève. Il faut savoir qu'au Japon, les plus gros pratiquants de kendo, c'est les policiers, parce qu'en fait, ça fait partie intégrante de leur travail. C'est-à-dire que les policiers qui font du kendo au Japon sont des professionnels et donc sont donc payés pour ça. Et ils ne font pratiquement que ça d'ailleurs. C'est en fait c'est une partie un petit peu particulière de la police qui s'occupe du kendo. C'est un peu l'équivalent des CRS, des agents anti-émeutes. Ouais, GIGN un peu. GIGN, enfin c'est les bourrins. et donc voilà, donc ils ont une vision du kendo qui est très particulière parce que pour eux c'est du travail. Donc ils doivent pratiquer avec une rigueur qui n'a rien à voir avec le kendo français. Tant
dans le niveau, les entraînements et tout, tout le reste, que c'est vraiment du professionnalisme. Donc ils sont pros de ça. Et donc là, le monsieur il nous explique un petit peu la vision du kendo à travers la police. Voilà, on va le laisser parler. De toute façon, si on vous raconte déjà tout ce qu'il va dire, ça a plus grand intérêt de vous passer l'extrait. Voilà, donc on va lancer l'extrait 3. Donc extrait numéro 3, s'il vous plaît. Dans la ville de Miyazaki, des policiers de tout âge s'entraînent quotidiennement et rigoureusement dans un dojo centenaire, le Butokuden. Koji Tanigawa, ancien membre de l'équivalent japonais du GIGN, se consacre désormais exclusivement à l'enseignement du kendo aux jeunes policiers. 警察官は剣道と柔道を絶対しなきゃいけないんですね。その理由はこの日本警察の制度を作った方が鹿児島県出身の川地義俊という方なんですけども、その方が明治時代にその警視庁の初代警視総監ということで、警察制度を作りました。その方が警察官には武道をやるのがもう必須だと、当たり前のことですよということで、警察官は柔道も剣道もやりなさいということで現在に至ってます。はい。警察官に対して指導をするわけです。その中でその心の面だとか、警察の中のですね規律だとか、あと礼儀作法だとか、あと国民権に対しての接し方だとかですね、あとその職務倫理ってちょっと難しい言葉なんですけども、その職務倫理の教養を含めた指導っていうのが剣道の先生の役割になりますので、警察の仕事を離れるというのはそれは違うんですね。そうですね、やっぱり小さい頃から、剣道ばっかりしてきたので、そこで柔道っていう手段もあったんですけど、やっぱり剣道をしてきたから一番剣道がやりやすいというか、もうすんなり入れるということで剣道にしました。一般に教えているところと警察の剣道の違い、そうですね、基本的なところは変わらないんですけれども、警察剣道って言いますとやっぱり勝敗ですね、勝負がかかってますので、勝敗に敏感になるというかですね、勝ちを求めていくということが一番違ったところだと思います。そうですね、剣道っていうのは堅苦しく言うと人間形成とかいろいろあるんですけれども、単純に友達が増えると仲間が増えるということで、自分も実際に今の友達ほとんど剣道してる方々なので、剣道を通してたくさんの友達仲間ができたので、そういう場所でもあります。小学校小さい時から剣道をしてますけども、高校大学進んで、試合で活躍した有名な選手がほとんど警察官に、なるというのが今この日本のですね剣道界なんですよ。ですから即47都道府県プラス皇宮警察ありますけども、その一番一線級でやってる方々が剣道修行している場所が警察ということで、全日本選手権世界大会の選手に数多く選ばれているというのが理由。Donc là, on vient de voir le numéro 3. Ouais, c'est bon.
Donc voilà, donc l'extrait est donc terminé. Maintenant, on va vous parler un petit peu plus du tournage du film. Bon, déjà sur les trucs chiants et techniques qui vont pas vous intéresser. Au niveau du matériel, donc on avait une caméra principale que j'ai utilisée du coup pour tout ce qui était interview, tous les plans de coupe, donc les plans de Mathias qui marche dans la rue, Mathias qui fait du kendo, Mathias qui marche dans la rue encore, Mathias qui remarche dans la rue. Donc voilà, il y avait une grosse cam principale. J'avais un appareil photo pour les interviews. En fait, je ne sais pas si vous avez vu, toutes les interviews sont faites à 2 plans. Donc on a un plan serré qui est fait avec cette caméra et un plan large où on voit Mathias et la personne interviewée. Donc ça, c'était avec mon appareil photo en plus. Il a servi que à ça. Et on avait une petite GoPro 7 avec un petit bras stabilisateur qu'on a utilisé en fait pour tout ce qui est plan en voiture. Donc voilà, en gros, vu que on était en stop, l'avantage de la voiture par rapport au TGV, du Shinkansen, c'est qu'on peut ouvrir la fenêtre et sortir la caméra et filmer, tandis que dans le Shinkansen, la caméra s'envole et on ne peut plus filmer. C'est quand même important de parler du matériel parce qu'il faut savoir que tout ce matériel, on se le trimballait. Hein. Donc, on avait 2 sacs à dos de 20 kg sur le dos tout le long du séjour. Donc, moi, j'avais les affaires de kendo, nos changes, un petit peu de matos, et toi, tu avais tout le matos caméra, tout ça. Donc, étant donné que le séjour, on l'a fait les 2 tiers du voyage sont faits en stop, en autostop, faut savoir que c'était un petit peu... pour la petite histoire, c'était un projet qui normalement devait donner des choses plus intéressantes. C'est-à-dire qu'on avait imaginé un truc super humain, super social, ou un petit peu à la J'irai dormir chez vous, où on fait du stop, moi je me fais prendre en stop, j'interviewe la personne qui conduit. Mais on s'est vite rendu compte que c'était pas intéressant. Nul. En fait, ils disaient rien d'intéressant. Parce que globalement, en fait, les gens qui ont fait du kendo au Japon n'ont pas un super souvenir. Enfin, ceux qui ont arrêté d'en faire, en tout cas, quand on fait qu'au lycée, par exemple. Au collège. Donc on avait rapidement les mêmes retours, c'était assez bateau, donc on n'a pas gardé ça. Mais par contre, on a quand même galéré à faire du stop. Et puis en plus, faire du stop au Japon, c'était une très mauvaise idée parce que les Japonais ne sont pas du tout en phase avec ça. Donc on s'est quand même trimballé les 20 kilos chacun sur le dos. Il y a aussi une histoire de coût quand même parce que malheureusement, on n'avait pas un budget extensible. Et au-delà de l'aspect humain et de pouvoir filmer des plans depuis la voiture, c'est aussi que ça coûtait 0 € d'être pris en stop par rapport à tout faire en train ou en... Enfin, il y a une partie qu'on a fait à la fin, on prenait des bus de nuit. En fait, on dormait plus à l'hôtel, on dormait dans des bus de nuit. Ouais. On arrivait dans une ville, on filmait toute la journée, le soir on prenait un bus de nuit dans lequel on dormait et on arrivait dans une autre ville. Parce qu'à la fin, voilà, comme on vous a dit tout à l'heure, on avait des interviews qui étaient calées à Tokyo, avec le mangaka et une autre interview. Donc du coup, il fallait absolument qu'on soit de retour à Tokyo le 10 mai en gros. Donc voilà, il fallait qu'on soit arrivé tout au nord du Japon, qu'on ait terminé de filmer tout le périple pour retourner à Tokyo, faire nos 2 dernières interviews et faire les petits plans de Tokyo. En gros, on a fait... Si vous voyez un peu le plan du Japon, je ne l'ai pas là en fait, si. En gros, donc nous, là vous avez derrière le dessin, on est parti d'ici, tout au sud à Kagoshima, et Wakkanai, c'est là, tout au nord. Donc en gros, on a fait tout ça, sans passer par Tokyo à l'aller. On a contourné Tokyo, parce que du coup on y retournait pour la fin, comme on vous a dit, pour les dernières interviews. Et donc voilà, on a fait en gros jusque Kitakami ici, ça pratiquement tout en stop. Après, là, bon, forcément, le ferry, là, on n'a pas traversé à la nage. Hein. On n'a pas non plus été sur un bateau de pêcheurs. On a pris le ferry comme tout le monde. Et voilà, et la fin, oui, par contre, on a fait tout en bus de nuit pour arriver jusqu'à Wakkanai et faire les derniers plans du film, la fin, en gros, la conclusion. C'est très, très sentimental, très larmoyant. Le but, c'est de faire pleurer les gens, quoi. Donc, ouais, c'est. Enfin, sur ce qu'est le tournage en soi, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Après, c'est plus du côté technique. Jérémy a filmé énormément de choses. Ouais. Donc on avait du rush. J'avais 10 heures d'interview en rentrant, tout cumulé, et j'avais 1500 à 2000 plans de coupe. Pareil, je devais avoir 2 heures tout cumulé de plans GoPro en voiture. Le plan de moi qui marche dans la rue. Ouais, donc j'ai beaucoup de plans de Mathias qui marche. Ça, si un jour je veux faire un docu sur le marcheur. Le marcheur, on refera quelque chose. Après, qu'est-ce qu'on peut vous raconter? Si, il y a plein de choses à savoir. C'est-à-dire que on disait tout à l'heure qu'il y avait des choses qui étaient prévues pour le tournage, donc des interviews qui étaient calées, et d'autres qui n'étaient pas. Je crois qu'il y a une question. Alors, ouais, on a juste une question. Combien de temps a duré le tournage? On n'entend pas. On t'entend pas. Combien de temps a duré le tournage? Alors, est-ce que tu peux répéter? Tu nous entends? Est-ce que tu m'entends? Oui. Alors, on nous demande combien de temps a duré le tournage? 5 semaines. Alors, le tournage, donc du coup, 33 jours et 2 jours de pause sur tout le séjour.
En gros, au milieu du parcours, on a pris 2 jours off. Ça tombait sur l'anniversaire de Mathias parce que ça faisait 15 jours qu'on filmait non-stop. Donc, on était vraiment sur les rotules parce que même les jours, on n'avait pas d'interview. Il fallait quand même faire des plans dans la ville, des plans d'illustration, comme je dis, des plans de Mathias qui marchent, voilà, pour faire du stock. Et on ne pouvait pas se permettre d'être dans une ville et de ne pas en profiter. Donc, typiquement, ouais, par exemple, Osaka et Kyoto, on y a été, on a filmé et c'est pas dans le film. Alors vraiment, on n'en a rien sorti des 2 villes, mais on y a été et on a filmé, on a bossé quand même. Donc voilà, en gros, 33 jours sur place, 31 jours de tournage. Et après le montage? Ok, donc voilà, donc on en était, s'il y a d'autres questions, vous nous dites, hein, vous nous faites un petit signe. Donc pour en revenir donc au tournage, comme disait Mathias, donc on avait des interviews donc calées, des interviews non calées. Comment se passait une interview? Ça aussi, ça peut être intéressant pour vous. C'est qu'en gros, j'avais préparé forcément mes interviews en amont, donc j'avais toutes mes questions prévues. Je posais la question, Mathias posait la question, je traduisais ma question en japonais, la personne répondait, et dans la foulée, Mathias, qui était aussi équipé d'un micro, traduisait la réponse de la personne. Donc, ce qui me permettait à moi, en fait, de pouvoir déjà faire un pré-montage quand on est rentré, sans avoir besoin de quelqu'un qui parle japonais à côté de moi. Donc, en gros, j'ai fait ce qu'on appelle un ours en montage, qui est voilà, un pré-montage un peu grossier, où je gardais en gros les blocs de réponses qui me semblaient intéressants, et qu'ensuite on a pu peaufiner avec le traducteur. Donc, en gros, pour Mathias, c'est très difficile, parce que imaginez des fois, on avait des réponses, par exemple, de 5 minutes, et ben Mathias devait mémoriser tout ce que la personne disait, et retraduire derrière en français ces 5 minutes-là. Sachant que normalement, quand on fait ce format-là en interview, par exemple en télévision, le traducteur, il a un petit papier et puis il note au fur et à mesure ce que la personne dit. Après, il lit ses notes. Là, Mathias, comme il est à l'image, il ne pouvait pas avoir de petit papier. Il fallait, il était stoïque. Il écoute la personne, il apprend, le petit padawan, quoi. Donc c'est vrai que c'était assez technique pour lui, mais en même temps, surtout certaines interviews, notamment une des deux dernières, oui, ouais. Était vraiment très complexe parce qu'il avait plein de choses à dire. C'était super intéressant, mais que c'était un calvaire de tout retenir, de tout dire à Jérémy. Et puis Jérémy qui était là, oh là là, c'est super intéressant. Et puis moi, je lui posais encore plus de questions. Jérémy posait encore plus de questions. Et du coup, ça s'enchaînait. Et c'était vraiment c'était éprouvant, en fait. Ouais. Super cette interview-là, elle a duré 1h30 et il en reste 4 minutes dans le documentaire. Ouais, donc voilà, mais c'était... Oui, après, c'est passionnant aussi quand on a les gens qui parlent comme ça. On a envie forcément. Moi, j'ai envie de relancer, j'ai envie d'en savoir plus. Donc voilà, il faut pas non plus faut pas se bloquer en interview. Il faut essayer d'aller chercher toujours plus, et ça permet justement d'amener des choses que j'avais pas forcément pensé avant. Typiquement, on a l'interview on a un sensei qu'on interviewe à la fin, qui est l'avant-dernière interview, donc qui est un professeur de kendo pour enfants et adultes au Japon. Et lui, en gros, l'interview, on avait calé, mais je savais pas vraiment ce qu'on allait lui demander, parce qu'en gros, c'était prévu, on nous l'avait présenté, et on y est allé, il était sur le parcours. Mais voilà, j'avais prévu des questions un peu bateau. Et en fait, il avait un état d'esprit assez incroyable, qui était vraiment dans l'optique de ce que moi je voulais faire du documentaire, du message que je voulais faire passer. Et en fait, il nous a appris plein de choses. Et typiquement, au début du documentaire, on dit que Mathias fait un musha shugyo, donc un pèlerinage, le pèlerinage des samouraïs du Japon, où en fait ils allaient de village en village pour se taper avec d'autres samouraïs et apprendre des nouvelles techniques. Et quand on a interviewé Telui Sensei, il nous a dit « Ah, mais en fait, vous êtes en train de faire un musha shugyo. » Donc nous, c'est quoi? Et du coup, je vais chercher sur net et je fais « Ah, mais c'est génial, mais c'est exactement ce qu'il nous fallait en fait. Du coup, ça me permettait, j'ai réécrit l'intro que j'avais prévu du documentaire par rapport à ça, en incluant en gros le musha shugyo dans ma voix off. Et puis voilà, ce qu'il en est sorti, c'est une belle interview pour nous de conclusion, parce qu'en gros, il est raccord avec le message. Il y a le côté un peu... il avait un état d'esprit qui était complètement raccord avec ce que nous, on avait imaginé et ce qu'on voulait, en tout cas, dire aux gens en fait, à travers le documentaire. Donc, et ça fait partie, je trouve, des hasards incroyables en fait, qu'on a eu tout au long du séjour. C'est que on en est venu à croire qu'il y avait une espèce de dieu du kendo qui nous guidait tout au long, parce que il y avait tellement de hasards incroyables et qui étaient raccords, donc qui nous ont aussi bien fait galérer pour d'autres hasards. Mais globalement, en fait, le Japon nous a guidés sur le film, quoi. C'est vraiment incroyable. Typiquement, la toute dernière interview du film, donc en gros, c'est quand on est arrivé à Hakodate. Donc Hakodate, c'est tout de suite, quand on prend le ferry pour aller au Hokkaido, c'est la toute première ville où le ferry arrive. Et donc en fait, on n'avait rien de prévu là-bas du tout.
Et dans l'esprit du documentaire, en gros, l'interview de Teruo Sensei qu'on venait de faire était la dernière. Et en fait, le soir, donc on était obligé de rester dormir là-bas. Donc le soir, on part pour aller manger. Et là, je vois sur une vitre une photo de Saigo Takamori. Enfin, une photo d'un dessin de Saigo Takamori, parce qu'on n'a pas de photo à l'époque. Mais et je fais, qu'est-ce qu'il fait là? Et du coup, donc Saigo Takamori, la toute première interview qu'on fait du samouraï. Et en fait, on regarde sur Google, et en fait, c'était un musée donc sur Sakamoto Ryoma, qui est un autre samouraï. Et du coup, un musée dédié à ce personnage qu'on ne connaissait pas du tout. Et je dis, mais attends, mais c'est génial, parce qu'on commence le film, on parle d'un samouraï, et là, on arrive à la fin, et on a un autre samouraï. Je fais, mais c'est un truc de fou, il faut qu'on y aille. Donc, on reste une journée de plus, on se pointe au musée le lendemain. On dit, voilà, écoutez, on est tombé sur votre musée hier par hasard, et on aimerait, on fait un autre documentaire sur le kendo, nanani nanana. Et est-ce que c'est possible de faire une petite interview? Et on a donc le conservateur du musée qui était ultra content. On était à la toute première télévision étrangère à venir dans le musée faire quelque chose. Donc et c'était passionnant, et on a une super conclusion avec cette interview. En plus, il termine, vous verrez le film, c'est pas vraiment du spoil, c'est pas le dernier Marvel non plus, mais où en gros il boucle vraiment le truc, et il parle quand même du kendo alors qu'il n'en fait pas, mais il amène quand même le kendo dans l'interview, donc quand il parle du samouraï. Et du coup, il fait vraiment une belle conclusion. Et donc voilà, tout ça pour dire que ce soir-là, si on avait décidé de prendre le tram au lieu de marcher pour aller manger, on n'aurait jamais vu ce musée, et on n'aurait jamais fait cette interview, et on serait juste allé à Wakkanai pour faire nos plans de fin. Donc voilà, les petits moments un peu de chance comme ça. Et qui nous ont émus en fait à travers ça, parce que c'était super émouvant de savoir que tout s'enchaînait très très bien, et que ça enrichissait au fur et à mesure le docu, quoi. Ouais, donc et voilà, puis c'est par rapport au moment où on galérait à faire du stop pendant 4 heures en plein soleil à 35 degrés. Ou au contraire, quand il pleuvait, il faisait super froid. Parce qu'on était au bout de nos vies. Entre le sud du Japon, on a commencé, il faisait 35 degrés à l'ombre, et le nord, où on est arrivé, il faisait 5 degrés. Et d'ailleurs, sur les dernières images du film, on voit que j'ai froid. Ouais. Typiquement, le tout dernier plan du film, vraiment le dernier, je voulais faire un panoramique où on finit sur la mer. Et en fait, il faisait. Donc, il faut imaginer qu'on n'était pas venu avec des doudounes. On avait prévu strict minimum en fringues. Donc, il faisait 5 degrés. Et donc, j'avais pas de gants et tout. Et le plan, on l'a refait, je pense, 30 fois. Ouais. Parce qu'à chaque fois, en fait, je tremblais. Et il y avait Mathias qui, du coup, était assis avec le vent gelé qui lui arrivait dessus. Donc, lui, il était congelé là où il était. Et vraiment, je reprenais. En fait, je tremblais tellement que ça marchait pas. Et je l'ai refait 30 fois. Au bout d'un moment, j'ai fait, vas-y, je crois que celui-là, il est bon. Et il était super. Il était bon. On a même une petite hirondelle qui passe et tout. Magnifique. Oh, c'est parfait. Donc voilà, ça c'était. Il y a eu les moments, c'était une belle aventure, mais il y a eu quand même des moments difficiles, des moments de doute, où on s'est dit. Des moments de fatigue aussi, parce que c'est éprouvant de faire un voyage où tous les jours on déménageait, quoi. Tous les jours on déchargeait nos affaires, on déballait tout, on installait tout, on faisait les journées de tournage, et le soir on remballait tout, on repartait le lendemain. On faisait parfois 12 heures de stop pour d'aller à un point A à un point B, mais parfois pour faire même 300 km. Quoi. On a mis 12 heures pour faire Hiroshima-Osaka, et il y a 400 bornes. Donc des fois, c'était vraiment un calvaire. Et donc, au bout d'un moment, on était juste crevés de ce rythme, quoi. Alors, on n'en pouvait plus. Et donc, c'était pas évident, mais on était super contents à la fin quand même. On l'a fait. Non, et puis je pense que ça se ressent, parce qu'au final, on a vraiment une diversité dans les images du film. Du coup, c'est vrai qu'au-delà, même les gens qui ne sont pas forcément intéressés par le kendo ou les arts martiaux, c'est vrai qu'il y a au moins des paysages, et voilà, tu as ce côté périple où tu vois quand même un peu tous les paysages du Japon, des villes assez différentes. Donc on va du tout petit village à Kitakami où les gamins nous regardaient avec des grands yeux quand on est arrivé en disant « mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont complètement perdus ». C'était limite la première fois qu'ils voyaient 2 étrangers dans leur ville. Et puis où on enchaîne à côté Hiroshima, qui est une ville magnifique. Donc voilà, beaucoup de galères, beaucoup de bons moments. Surtout, on va faire garder des bons souvenirs. C'est probablement un des meilleurs souvenirs qu'on a créé toute ma vie, quoi. Enfin, c'était une expérience tellement incroyable que ça c'est à jamais dans notre tête. J'imagine qu'il faut qu'on... non, je crois qu'on est à peu près pas mal sur le timing. Du coup, petite question. Alors, tu m'entends? Oui. Donc, Sandrine demande quel a été votre plus beau souvenir de tournage? La fameuse question.
Bon, on dira un chacun. Moi, mon plus beau souvenir, je pense que... Non, bah commence parce que du coup, moi, le mien, il est raccord avec ce qu'on va dire. Non, mais c'est difficile, hein, même moi... Oui, bah t'as choisi, hein, elle a posé une question. Globalement, tout était incroyable dans les tournages. Maintenant, en fait, il y a eu des hasards qui étaient vraiment plus particuliers que d'autres. Je sais pas si c'est mon meilleur souvenir ou le plus fou. C'est un monsieur qui nous a pris en stop. À un moment donné, on galérait bien sous la pluie, mais c'était assez rapide. Ouais. Il nous a pris en stop pour aller de l'île, donc la plus au sud, pour rejoindre l'île principale du Japon. Et le gars ne nous a pas parlé pendant au moins 30 minutes dans sa voiture, donc c'était très bizarre. Le mec était avec cheveux gominés en arrière, costume, dans une espèce de minivan vitre teintée et tout. Donc déjà, on a flippé. On s'est dit, on va se faire égorger, c'est la fin du film. Et en fait, non, pas du tout. C'est un gars qui nous a sauvé la vie, en fait, parce qu'il nous a amené vachement loin. Il a commencé à nous parler à un moment où on a fait une pause café. Et là, il nous a dit, ah, mais c'est super cool le truc que vous faites et tout. Bah, vous savez quoi, moi j'ai un drone, j'adore les drones. Et Jérémy, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Et le mec sort un énorme drone. Et là, Jérémy a les yeux qui brillent. Il dit, putain, mais c'est le drone que je voulais acheter pour le tournage, mais qui malheureusement était trop cher, quoi. Et le gars me dit, bah, ça vous dirait de le tester? On dit, bah, mais carrément, carrément. Et du coup, il a sorti son drone. Il a pris la carte SD de Jérémy et il a fait des plans incroyables au-dessus du pont. Il y a un moment donné dans le film où on voit des images du ciel aériennes, enfin, des images de ouf, parce que le mec maîtrisait super bien le drone. Et donc voilà, et le mec nous fait ce plan-là, dans un endroit absolument interdit, parce que c'était un endroit qui était en travaux. Il était là, nous dire, ah, si vous aimez le danger, suivez-moi. Donc on comprenait pas ce qui était en train de se passer. Et au final, donc on fait ces plans-là. Il nous amène encore plus loin, il nous pose dans un endroit, un spot bien pour faire du stop. Et le mec, à la fin, nous offre une bouteille de champagne qui sort de son coffre. Et il nous dit, allez, salut les gars, si jamais il y a quoi que ce soit, vous m'appelez. Et là, avec Jérémy, on se pose 5 minutes et on se dit, alors, qu'est-ce qui vient de se passer? Je ne comprends rien. C'est juste incroyable. Il y a un mec qui, de bon cœur, nous a déplacés sur une longue distance. Il nous a offert du champagne. 200 km facile avec et en plus, nous a fait des plans en drone qu'on n'aurait jamais pu imaginer faire. Et qui ont donné un contenu magnifique en fait dans le film. Et puis en plus c'est totalement illégal, enfin il a quand même fait des plans, il passe au-dessus d'un pont avec les voitures, vous faites ça en France, vous prenez très très cher. Voilà, donc lui moi, il a fait ça vraiment, il pouvait prendre cher aussi je pense, mais il s'en battait les reins je pense. Pour ma part c'est pas forcément le meilleur souvenir, mais c'est le plus fou quoi, genre c'est incroyable, genre quelqu'un qui de bon cœur donne autant de choses et en plus qui aide au film indirectement. Et ben c'était incroyable. On était sur le cul. Après, on est resté au moins 10 minutes à se dire putain, qu'est-ce qui s'est passé quoi. Et il était champion de salsa ou de flamenco. Il faisait des compètes en Europe. Ouais. Le mec était connu à l'international parce qu'il était champion d'une danse traditionnelle, je sais pas, bavaroise ou un truc comme ça. Ouais. Et il nous a raconté sa vie. Enfin, le mec super connu et tout. Donc ouais, c'était un personnage absolument sorti de nulle part. On aurait dit un manga en fait. Il y avait un côté. Ça tombe bien, belle transition parce que moi c'est mon meilleur souvenir. Je pense que c'est plus en tant que geek. Voilà, moi je lis des mangas depuis que j'ai 6 ans, donc je dirais pas mon âge, mais du coup ça fait 28 ans. Et du coup voilà, avoir l'occasion, déjà la chance d'avoir. Moi je voulais vraiment parler de pop culture dans le film, ça me semblait important. Et du coup avoir un mangaka déjà c'était un truc de ouf. Mais on est allé chez lui, dans son atelier, on a pu le filmer en train de travailler, il dessinait les planches du manga du nouveau manga qu'il allait sortir. Pour moi, c'était vraiment un truc de fou, parce que les mangakas, c'est un peu vraiment des stars de l'ombre, on n'a pas la possibilité normalement d'y accéder comme ça, et là vraiment qu'il nous reçoive chez lui, on a bullté avec sa femme, on est resté presque 2 heures, il nous a offert son manga à la fin, il nous les a dédicacés, truc de ouf. Et voilà, et puis derrière, en fait, on est retombé sur lui dans la rue pendant qu'on est sorti, et du coup, il nous a invités au resto avec son fils. Et donc, vraiment, c'était vraiment, je pense, un de mes plus beaux souvenirs. Et puis, vu qu'on était vraiment à 3 jours du retour, c'était bien d'avoir des bons moments comme ça pour un peu souffler, se dire, ouais, on n'a plus à faire de stop, et en plus, on a la chance de faire une belle rencontre comme ça, avec une belle interview. Et du coup, transition, parce que t'as vu, je suis bon quand même. Et donc, on va en profiter pour du coup vous montrer l'interview donc, de Motoka Murakami Sensei. Et donc, je vous propose de lancer l'extrait 4. Donc, extrait 4. 書いてみて
面白かったしもっと描きたいなっていう気持ちになったので「A剣道」っていうのは少年サンデーの増刊っていいますか週刊じゃなくて月に1冊出る本の方に連載をしたんですけどもともとそんな長期に書くつもりはありませんでしたしなんでしょうねちょっと古臭いその時代にしてはなんかこう、もっと昔の時代のような、青春というかなんていうの青春ものを描きたかったっていうのがあるんですが、ちょっと古臭いその時代よりかもっと昔の時代の青春のような青春ものを描きたいという。でやっぱり日本のその四国の、島の中にある特殊な学園があって、そこは私立学園だけどもやっぱり校風として非常にこうなんていうんでしょうね今時でない昔の学校みたいな学園があってそこでもって剣道をやるっていう、少年の話を書きたいと思って書いたものですね。でもともとそうやって剣道自体に興味もあったもんですからそれを通じて実際に剣道をやってる方なんかいろいろこう取材をしたりしてこれもっと面白くなるなってもっと本当にもううげやと生まれた時からこう剣道を目指していくようなそういう子供を主人公にしたものだったら本誌の方というか少年サンデーの週刊の方でもって連載できるんじゃないだろうかと思って始めたのが武蔵野剣ですね。剣道はやっぱりね日本でいくとどちらかというとやはりこう西の方がって言いますか九州や何かっていうのはね剣道のレベルが高いですけども東北の方から日本一の剣士だって出たこともあるし何よりもなんていうね日本の東北の決してそんなに剣道が強くないところからとんでもないこう天才児が現れてそしてこう逆にこうね剣道王国である西の方の少年剣士たちと戦っていくって話にした方が漫画的にも面白いなと思って、岩手を舞台に作り上げていったって感じですね。動きの激しいものをおかしくなく描くのってやっぱりすごい難しい作業でしてね特に最初慣れないうちは。やっぱりこれはビデオを見たり何を実際にこう稽古を見たりというのも大事ですけど自分でちょっとやってみないと話にならない基本的なことを間違えてしまうから、やってみようと思って実は近所でやっていたその少年少女剣道教室みたいなところで見てるだけじゃ大変な父兄の方も一緒に稽古をして剣道を習い始めてるから。そうですね楽しいのはやはり剣道のこう道着がね、面をつけてこう胴をつけて道着がもうこうまずかっこいいなとてもかっこいいなというふうに憧れたっていうのはまずそれをかけるっていう楽しみがあったんですけど同時にそれが上にこう顔の表情とか分かりにくいですし、普通ね漫画っていうのはこういろいろ怒ったり泣いたり喜んだりいろんな表情をこう顔にこうね込めるのにそれが書きづらいっていうんですかやっぱりなんか工夫をしないとそれが漫画に表現できないっていうこととそれからやっぱりこう見分けがつきにくい感じですよね。白と黒ぐらいにこうはっきり色分けしてりゃ別ですけどなかなかどれもこれもがみんなそういうわけにはいきませんからどっちが主人公でどっちがこうライバルだっていうのをこうはっきりさせるために色をやっぱりいろんなこう色を変えてみたり、それから体つきでもって明らかに違うっていうふうにこう表現したりとかそういうところでちょっと他のスポーツもんとは違う工夫を必要としたなっていう思い出がありますね。それからやっぱり剣道ってのはやっぱりなんで惹かれるのかな自分が惹かれるのかなと思ってやっぱり美しいなぜ美しいかってやっぱり礼に始まって礼に終わるっていうんですかねある意味こうすごいこう真剣な、竹刀は竹で持ったあれだけどこれ本当はこれは刀なんだと、人を切ったらこう人を、殺すこともできる本来は刀の代わりにこう持ってるのが竹刀なんだっていうような心を込めたようなねそれ武道としての心を込めたようなものを書こうと。
形としては少年剣道もので、戦うのは要するに何々地方の剣道大会やなんかでライバルと会ってとか、あるいは最後には全国大会で会ってという形は取りますけども、実際にある。だけどそれぞれに出てくる子どもたちの描き方はやっぱり武道を志して真剣にこう武道としてこう剣道を取り組むと、そういう漫画はなかったと。En fait. Ah, on est revenu. Ok, super. Bah voilà. Très beau gosse en plus le monsieur. Donc voilà. Bah maintenant on va vous parler un petit peu juste de, je pense de la post-production du film. Donc tout ce qui est, ce qui se passe après le tournage. Donc le film, ça m'a pris à peu près 1 mois et demi bout à bout à le monter. Sachant que c'est étalé sur, parce que j'ai un travail quand même à côté, donc voilà, je faisais ça sur non, c'est pas la voie du sable mon travail, non, sinon je serais à la rue faire du stop, voilà. Et du coup je faisais ça sur mes journées de libre et en soirée et machin, donc à peu près 1 mois et demi, 2 mois de montage. Donc il y a eu l'ours que je vous disais tout à l'heure, le pré-montage. Ensuite j'ai mon ami traducteur Thomas Michaud qui est venu m'aider donc pour couper proprement les interviews sans que ça fasse du sens. Je ne peux pas me permettre de couper au milieu d'une phrase parce que je ne comprends pas ce qu'il disait. Sachant que du coup le film, donc on a fait la version française où toutes les interviews sont sous-titrées en français. Et on a fait également en parallèle une version japonaise où du coup toutes les voix off sont sous-titrées en japonais, qu'on a pu envoyer du coup à tous les gens qu'on a rencontrés pendant le voyage pour qu'ils voient le film et qu'ils le comprennent. Donc on a eu des assez bons retours. C'était assez marrant du coup d'avoir un film qui a été fait quand même pour un public français occidental et du coup d'avoir des retours de japonais sur le périple, la vision des Français du kendo. Donc c'était des retours plutôt cool dans l'ensemble. J'en profite aussi pour dire que du coup, comme la voix off, c'est moi. Oui. C'était la première fois que je faisais ça et c'était très compliqué. Mais ça s'est bien passé, on a réussi à faire ça en une journée. Ouais, on a enregistré ça au studio de Nyokmam. Ouais. C'est un petit studio d'un pote qui a fait également le mixage son. Il y avait des poules à côté de nous, c'était génial. Et on a la musique du coup qui a été composée par Simon et Emeric, donc qui sont 2 amis qui habitent à Grenoble, qui sont 2 jeunes musiciens très talentueux et qui nous ont fait toute la BO du film, donc, parce que évidemment on ne pouvait pas mettre du Rihanna. Donc voilà, ils ont composé je crois 12 tracks pour le documentaire. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir un peu ce qu'ils font à côté, que ce soit sur Bandcamp ou voilà. Si vous allez sur notre page Facebook, vous pouvez trouver ce qu'ils font en son à côté. Ils sont très bons. Et nous, ils nous ont fait une BO de dingue. Donc voilà, le montage, c'était à peu près ça. Montage, les effets spéciaux, c'est pas grand-chose. Hein. C'est quelques plans de map du Japon pour faire des petits points. On est allé de là avec des petits pointillés, comme dans Indiana Jones avec l'avion qui traverse. Et puis ensuite, il y a eu tout l'après, donc les projections. Donc l'avant-première qu'on a fait à Paris, c'était uniquement pour les gens du Ulule, en fait, les gens qui avaient participé au financement participatif. Donc on avait fait cette avant-première pour eux. Ensuite, on a refait quelques projections. On a fait la Japanior l'an dernier, qui a été le tout premier salon à nous inviter. On les remercie encore et on est très content de pouvoir être avec eux aujourd'hui, même si c'est à distance. Et donc voilà, merci à eux et bravo pour le super taf qu'ils font en tout cas. Et c'était notre tout premier salon, donc c'était très cool de rencontrer un autre public. On a fait quelques petites projections. On a fait une projection à Chambéry, chez moi, parce que j'avais plein de familles, de la famille, les amis qui avaient participé. On a fait Japan Tour juste avant le confinement. C'était 2 semaines avant le confinement. On a fait une projection là-bas. C'était très chouette aussi. Juste avant la Covid. Et on a fait une projection avant-hier à Nantes, dans une petite salle en partenariat avec le SVN, qui est le club de kendo de la FOCR. Ouais, de la FOCR. D'ailleurs, c'est pas à Nantes, c'était à la FOCR. C'est en banlieue nantaise. Et donc c'était très cool aussi. On est toujours content de refaire des petites projections comme ça. Et puis il y a aussi, le film est quand même passé, donc pendant le confinement, il est passé sur J1. Donc il y a eu 3 diffusions à la télé sur J1. Donc c'était un peu la concrétisation pour nous du truc, parce que ça valide que professionnellement le film est assez quali pour passer à la télévision et que c'est pas juste 2 mecs qui ont fait ça pour YouTube. Donc et maintenant donc on a fait je vous ai montré tout à l'heure, donc on a fait les petits DVD, donc c'était dans les contreparties du Ulule, en fait, le DVD du film. On a fait un petit commentaire audio dessus où en fait on raconte un peu comme on vient de faire avec vous, sauf qu'on a
a vraiment on a le film en arrière-plan et donc on raconte voilà, les coulisses au fur et à mesure, suivant les interviews, suivant les machins. C'est un peu le petit bonus qu'on a fait. Et maintenant, le film est disponible en VOD, donc sur la plateforme Vimeo. Pour ceux qui connaissent, c'est un genre de YouTube, mais un peu plus professionnel. T'as peut-être les prix à donner ouais, en gros, vous pouvez soit le louer, soit... donc le louer, je crois que c'est pour 48 heures, je crois que c'est 3,99 € et on peut l'acheter à vie. Je crois que c'est 7,99 € et vous avez également, on a mis aussi à dispo du coup le commentaire audio sur la VOD. Donc voilà, comme ça, le film, il vit un petit peu sa vie. On espère avoir encore d'autres choses à présenter. On n'a pas le droit d'en parler. Mais du coup, je vais me teaser un petit peu. On a un très gros truc à annoncer mi-octobre. On est comme des dingues. Ouais. On n'en peut plus, vraiment. On a très envie d'en parler. J'ai reçu un petit message là, cette semaine. C'est un truc de ouf. Et donc, on a vraiment hâte d'être mi-octobre pour annoncer ça sur... Nous, on est principalement sur Facebook. Hein. On a un petit compte Instagram, mais c'est plus pour le fun. C'est plus pour le fun. Mais voilà, non, c'est vraiment sur Facebook qu'on communique. Et du coup, au-delà du documentaire, on veut commencer autre chose pour profiter un peu des gens, de la petite communauté qu'on a qui commence à nous suivre pour le kendo. Malheureusement, le Covid est passé par là entre-temps, mais on veut commencer à retransmettre en direct et capter toutes les compétitions de kendo de France. Enfin, de France. On va commencer par la région parisienne, hein, tranquillement, et puis un peu la Bretagne avec Mathias. Et voilà, donc c'est de retransmettre... les compètes en live sur notre page Facebook, de capter tout en parallèle avec une caméra proprement, des petites interviews, et en gros d'alimenter une chaîne YouTube. On a déjà une chaîne YouTube, hein, mais il n'y a rien dessus. Il y a juste notre trailer et une petite compétition qu'on a filmée à Osaka. Et le but, voilà, c'est de continuer à produire un peu du contenu, de profiter voilà, de parler du kendo, de montrer du kendo. Typiquement, le kendo, je pense que vous avez vu que ce n'est pas ultra médiatisé. Donc voilà, on aurait aimé commencer là, surtout qu'en plus il y avait les championnats du monde de kendo qui devaient se dérouler à Paris en mars et qui ont été forcément annulés, qui sont reportés à mars 2022. Donc voilà, je pense que si les compètes reprennent un petit peu, on aura le temps de se faire la main un peu pour ces petites retransmissions en direct. Sinon, on a fait des conneries après le confinement, on a essayé de faire du streaming de jeux vidéo de kendo. Ça a été un fail intégral avec un débit en 2 FPS. Donc c'était plus nous qui disions des conneries pendant qu'on jouait sur des émulateurs. Pas sur des émulateurs parce que c'est illégal, donc j'avais totalement la version physique des jeux avec lesquels on jouait. Donc, ouais, t'as vu ça. Donc voilà, je pense que vous avez à peu près eu toute la vie du film, et si je dis pas de bêtises, il est 14h21 et on est à peu près totalement pile poil dans le planning, donc on va peut-être passer aux questions-réponses. Tu m'entends ? Vous m'entendez ? Oui. Oui. Alors, on n'a pas beaucoup de questions sur le chat. Par contre, moi, j'en ai une. Comment a été reçu, le fait que vous soyez 2 Français qui arrivent au Japon pour faire du kendo, pour filmer du kendo, faire du kendo, parler du kendo, comment ça a été perçu par les Japonais ? Alors, ça a été super bien perçu globalement. Les gens étaient super surpris, étaient super motivés. Alors parfois, comme je disais tout à l'heure, on passait d'abord dans un premier temps pour des clodos, et ensuite ils étaient super contents en fait. Et d'ailleurs, ça a créé des choses. Ça nous a amené du contenu parce qu'en fait, ils étaient tellement à fond qu'ils nous ont présenté des trucs en plus pour amener du contenu absolument génial, des trucs qu'on n'aurait pas pensé ne pas pouvoir faire. Donc ouais, non, globalement, on a été super bien reçus et c'est de la curiosité en fait de leur part, déjà la démarche un peu à la route comme ça, où on traverse en stop, on n'est que 2. Voilà, un documentaire, vous avez une équipe de tournage, quoi. Vous avez un caméraman, un réalisateur, une script derrière, un ingé son. Là, on était 2, quoi. Et moi, je faisais toute la technique et Mathias, il faisait le journaliste et acteur en même temps. Donc c'est ultra réduit, donc forcément pour eux c'est un peu étonnant qu'on arrive à faire un film dans ces conditions. Mais ouais, c'était de la curiosité et très rapidement des gens très gentils. En fait, ils rentraient tout de suite dans le truc. On a eu des interviews grâce à des gens qu'on a rencontrés sur place qui nous ont proposé d'autres interviews, d'autres contenus. Même hors kendo, il y a l'interview de Monsieur Inoue qui est un des éditeurs et le spécialiste japonais de l'œuvre de Yukio Mishima. Donc un célèbre auteur, artiste japonais qui est un peu connu en France. Il était plus connu parce qu'en fait il s'est fait seppuku après avoir tenté un coup d'État au Japon.
Et du coup, vu qu'en fait, il a fait beaucoup de kendo, il a écrit une nouvelle sur le kendo, et c'était pareil, je voulais essayer de parler, sortir un peu de la pratique et avoir un peu, voilà, comment on écrit le kendo. Donc lui, il l'avait fait, et quand on a contacté Monsieur Inoue, il était à fond. Il était là, tellement content de parler du Kiyomishima, parce qu'au Japon, c'est un peu pas toujours facile d'en parler en interne, donc il est tellement content de pouvoir en parler. Et il est venu du coup à Paris l'an dernier pour participer à tout un colloque d'experts internationaux. Il parlait du Kiyomishima pendant 2 jours. Et du coup, il m'a passé un petit coup de fil, et du coup, on a pu aller manger. J'ai pu aller filmer sa conférence. Parce qu'il m'a demandé si je pouvais lui filmer pour qu'il ait un petit souvenir de sa conférence, donc je fais capter tout ça. Donc ouais, non, on a été super bien accueillis et même au-delà de ça, on a vu des trucs incroyables grâce à eux et ils étaient super motivés la plupart du temps. Il y a juste, comme on disait, au niveau de l'organisation, ça les bloquait pas mal. C'est-à-dire que comme on ne pouvait pas être calé tout le temps, ça c'était un petit peu compliqué. Mais globalement, ouais, non, en fait, le kendo n'est pas médiatisé là-bas non plus, donc ouais, ils ont adoré. Alors, j'ai une question qui vient d'arriver sur le chat. Est-ce que vous envisagez un autre tournage ou un projet, ou est-ce que ce projet est un one-shot au Japon? Au Japon. Alors moi, j'ai d'autres idées de projets, oui, enfin, pas au Japon pour le moment. Il y a un truc, parce que déjà, on était un peu blasé du Japon quand on est rentré. Je pense qu'on était les 2 seuls Français à être contents de partir du Japon, parce qu'on avait marre. Je pense que ça nous a pris une bonne année avant d'avoir à nouveau envie d'y retourner. Là, moi, j'ai envie d'y retourner. Là, j'ai envie d'y retourner maintenant. J'ai envie de refaire la Voie du Sable, mais juste pour aller revoir tous les gens qu'on a rencontrés et faire des restos et boire des bières avec eux. Et donc oui, il y a un truc que j'aimerais faire un jour, mais ça va être compliqué. Mais bon, après, il faut croire en ses rêves, comme on dit dans la Voie du Sabre. Et non, j'aimerais beaucoup faire un truc sur les Yakuza. Et en gros, un peu essayer d'entrer dans une famille et de suivre en fait qu'est-ce qu'un Yakuza au 21e siècle. Donc même le Yakuza des années 2020. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Après, ça se trouve, ce sera dans 10 ans ou dans 20 ans. Et voilà, s'il y a un truc que j'aimerais refaire au Japon avec Matou, ce serait ça, je pense, les Yakuza. C'est pas du kendo, mais il y a des sabres aussi, mais c'est plus violent par contre. Voilà, si vous avez une autre question, n'hésitez pas. Oui. Je crois que tu n'avais pas une question pour plutôt Mathias. Alors pour plutôt Mathias, oui, j'ai vu dans les extraits que les kendoka faisaient tout le temps du bruit. Pourquoi? Le kiai. J'ai pas entendu. Ah, pourquoi tu cries? Pourquoi je crie? En fait, au kendo, on doit crier pour comment dire, marquer l'engagement. C'est ça. Pardon, c'est pour marquer l'engagement, c'est extérioriser, c'est faire peur à l'adversaire. C'est faire peur, puis c'est une communication en fait. On ne peut pas ne pas crier en kendo. Ça, c'est un petit peu dans le côté technique du truc, mais tu es obligé en fait de crier et de montrer l'engagement à travers la voix. Ça fait partie entière de la pratique. Ah, la voix du sabre. La voix du sabre, voilà le super accord. Donc c'est super important en fait de crier, et ça c'est les pratiquants en fait, c'est un truc qui est un peu difficile au début quand on commence le kendo, mais qui rapidement on prend l'habitude. Mais voilà, c'est une manière de montrer l'engagement, c'est aussi intimider l'adversaire, et c'est communiquer en fait dans le kendo, et on annonce les frappes en fait qu'on frappe. Donc par exemple la tête c'est men, donc on crie men. Et puis après, il y a aussi du kiai. Le kiai, c'est le ki, donc c'est l'énergie en fait qu'on transmet dans le combat. Donc oui, ça crie un peu. Parfait, merci. Donc, vous m'entendez? Il y a toujours un petit délai. Ouais. Donc là, il nous reste à peu près 2 minutes pour conclure. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où on peut retrouver votre DVD pour ceux qui maintenant ont vu les extraits et seraient enchantés de la voir? Alors, le DVD, j'ai fait un genre de boutique sur notre page Facebook. De toute façon, pour nous suivre, c'est pas compliqué, c'est Facebook. C'est Kendo, la voix du sabre. Mais vous tapez la voix du sabre sur Facebook, ça vous emmènera chez nous. Donc, il y a une petite boutique où on vend le DVD sur notre page Facebook. Et voilà, pour les gens qui n'ont peut-être pas de lecteur DVD, donc il y a Vimeo, comme on disait tout à l'heure. Vous pouvez le louer ou l'acheter en digital. Le DVD sur la page Facebook. Et voilà,
Le film, c'est comme ça que vous pouvez le retrouver. Voilà. Après, de toute manière, comme disait Jérémy, il faut nous suivre sur les réseaux pour tout ce qui va être les prochains projets, tout ça. Parfait. Ok, bon, Merci. super, merci. Alors, une dernière chose, je vois que sur le chat, on a eu beaucoup d'interventions de Nicolas David qui vous dit « Wow !» Donc voilà, en même temps, on fait une petite publicité à Nicolas qu'on connaît bien et qu'on a reçu régulièrement. Donc, merci Jérémy, merci Mathias pour votre intervention. Merci, oui. On vous retrouve l'année prochaine avec plaisir. Et je vous laisse le mot de la fin. Eh ben, nous, on tient à remercier tout le staff de Japanior. C'est quand même que des bénévoles, on tient à le rappeler. Et ils sont su aller contre le Covid. Ils ont un festival qui s'annule et ils ont monté un truc online. Je trouve ça incroyable, le boulot qu'ils ont posé. Et c'est vraiment super, que ce soit sur le live YouTube, sur les Twitch. Moi, je regardais un dessinateur sur Twitch là, hier et ce matin. Le Discord aussi, je suis allé faire un tour avec tous les petits artistes. Mettez en avant plein de monde et c'est vraiment un grand bravo à vous. Et donc, je sais pas qui passe après nous sur le live YouTube. En tout cas, oui, il y a un petit dessinateur. Bon, il dessine pas très bien, mais il est gentil. Il est gentil, ouais. Donc voilà, il a fait. Il va sortir un nouveau manga, drone. C'est bon. Et voilà, Beyblade du drone. Et regardez. Casse dédié, copain. Bisous à Nico et bon live à vous. Et encore merci pour nous avoir donné la parole. Merci à Merci vous. beaucoup. À bientôt. À bientôt. Alors du coup, Ciao. on enchaîne avec la finale de e-sport Smash Bros. Et juste après, on aura le concert de Taiko pour ceux qui l'ont loupé ce matin.